allô à toutes avec un crise de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous écoutent pour la première fois, tout ou pantoute, c'est comme le compte que tu partages avec 7 inconnus parce que ça te gêne de l'offrir à tes amis pour avoir accès à ton site de porn féministe éthique sans débourser 40$ par mois. C'est bon. Si jamais vous voulez partager, écrivez-moi. Aujourd'hui, on parle de représentation de l'intime à l'extérieur du mythe de l'hétéronormativité et des standards de beauté, avec une artiste visuelle sur qui on tripe autant Alex que moi, et j'ai nommé Teen Adult. Oui! Puis on va continuer notre épisode avec une participation spéciale et récurrente de Tout en Tout revisité vers la fin de l'épisode. Une nouvelle collaboration qui nous rend extatiques, puis qui va vraiment vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin de l'épisode si jamais c'est votre genre. Fait que faites pas ça. On va commencer l'épisode drette là, à la vitesse où on devrait intercepter nos jugements stéréotypés pour pas qu'ils se transforment en commentaires inappropriés sur les médias sociaux quand quelque chose nous prend de court. Ici Alexandra Turgeon, en direct de Trois-Pistoles dans le bas du fleuve. Et Laurie Perron, en direct de Saint-Prime, drette au bord de la Chouette-Mouchouane, au Lac-Saint-Jean. Vous écoutez Tout ou Partout. Tout ou pantoute. Alors, officiellement, bienvenue dans ce deuxième épisode de la 3e saison de Tout ou Pantoute. Merci d'être là encore et toujours. C'est vraiment un honneur de jaser avec vous, / pour vous, / en tout cas, c'est un honneur. D'ailleurs, si vous avez le goût d'encourager Tout ou Pantoute, ben on est sur Patreon, qui est une plateforme qui permet de vous abonner à nous autres à partir de 3$ par mois. Puis ça vous permet d'avoir du contenu exclusif, puis de nous aider à payer notre monde, puis notre matériel. Vous allez avoir accès, si vous vous abonnez, à des épisodes bonus, puis à nos entrevues complètes avec nos invités, puis même des fois des surprises que vous recevrez par la poste. C'est au patreon.com/toutoutpantoute. Puis si jamais vous avez juste un peu trop de monnaie dans vos poches qui traînent ou dans vos craques de divan, puis que vous avez envie de juste nous la donner comme ça, de nous faire un don non récurrent parce que vous avez, comme moi, peur de l'engagement, vous pouvez le faire. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi juste nous écouter. C'est déjà tellement hot. D'ailleurs, je pense qu'on va arrêter immédiatement de parler de cash parce que on est toujours bien anticapitaliste. Voyons donc. Ouais, c'est malaisant. Ah, OK, j'ai mal à l'âme. Bon. Tout au long de la saison, on va explorer les thèmes choisis en les étirant sur 2 épisodes qui vont en explorer des facettes différentes, mais toujours avec la même approche féministe, queer et interrégionale. L'un des épisodes va être plus intello, recherche philosophique, remise en question de tout, puis l'autre plutôt créatif, artistique, féerique. Aujourd'hui, c'est Laurie qui prend le lead, puis qui nous amène dans son univers créatif et sensible. Fait que pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez sans doute déjà que les représentations de l'intime dans l'art me passionnent vraiment au plus haut point. On en parle souvent en traitant de 1000 autres sujets, de l'importance de se voir, de se reconnaître dans les médias ou les œuvres grand public, puis aussi du manque de diversité flagrant dans ces mêmes lieux artistiques. Mais on n'avait pas encore abordé le sujet de front. Fait que ça me fait encore plus plaisir de le faire aujourd'hui avec Kesna Dals, alias Teen Adult. Maudit mon accent du lac qui ressort. Plusieurs de nos auditoristes sont probablement familiers avec son esthétique parce qu'on a pu voir ses œuvres un peu partout sur les médias sociaux, mais aussi en dehors de la virtualité, son art s'infiltre partout. Certaines de ses œuvres ont été exposées au Musée des Beaux-Arts du Québec dans le cadre de l'exposition, attention, je m'en vais parler en anglais, Opening a Dialogue About Body Liberation. Ses œuvres ont aussi servi de support visuel à une bière, des affiches, un test dans le magazine Cool, ce qui n'est pas rien. Ah, je te jure. What the fuck? Et même plus récemment, une ligne de sous-vêtements avec la compagnie Undies. Bref, il me semble clair que c'est encore une fois une star qu'on reçoit aujourd'hui, fidèle à nos habitudes. Oui. Puis ça se passe drette là. Allô, Kesna, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir subi les complications techniques et d'être encore là. Merci de l'invitation. Pour commencer, j'aime tout le temps, en début d'entrevue, pour que nos auditoristes puissent avoir le temps d'apprendre à te connaître, dans le fond, commencer par te demander peut-être un petit topo de c'est quoi ton parcours artistique, comment t'en es venu à être l'artiste que t'es aujourd'hui?
Je pense que j'ai toujours eu un intérêt pour l'art. Comme quand j'étais enfant, j'aimais vraiment se dessiner, travailler avec le pastel et des trucs comme ça. Puis je pense que comme ben, ça m'a suivi comme au secondaire, au cégep, etc. J'ai commencé au cégep en arts plastiques, mais après ça, j'ai changé pour sciences humaines avec un profil plus politique. Même chose à l'université, j'ai étudié à Concordia en sciences politiques et en droits humains. Puis, dans le fond, après ça, j'ai lâché, puis j'ai travaillé. Puis, je continuais quand même à faire de l'art et tout. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait comme un intérêt grandissant pour comme qu'est-ce que je faisais. Les gens voulaient acheter et tout. Donc là, ça s'est comme concrétisé. Puis j'étais comme, ah, mais je pourrais peut-être faire ça de ma vie. Ben oui, puisqu'on peut, pourquoi pas le faire? Pour mettre un peu dans le bain celles qui connaissent pas ton art, disons que ben, la quasi-totalité de tes illustrations montrent des corps, souvent nus, souvent noirs, parfois multicolores, avec seins, vulves, poils, courbes, bref, que du beau. Est-ce que c'est un choix artistique conscient pour toi de mettre toutes ces parties-là, disons, non aseptisées là, du corps dans ton œuvre, ou est-ce que ça relève vraiment de l'évidence puis de ton réflexe créatif? Je pense que c'est un peu des deux. Comme au début, j'ai toujours trouvé important de comme montrer ce qu'on voit pas assez. Puis je pense que ça vient d'un ras-le-bol de tout le temps voir la même chose, des corps blancs, imberbes, minces, c'est comme les standards de beauté eurocentriques. Donc là, ben, je me suis dit que j'allais aller totalement à l'opposé de ça. Puis là, je le fais le plus souvent parce que c'est devenu comme qu'est-ce que je veux exclusivement faire, comme je pense que c'est important, puis que je pourrais jamais assez le faire. Il y a aussi beaucoup dans ton œuvre de proximité physique entre des personnages qui ont ben, toutes des seins, des vulves. Des fois, c'est comme plus sensuel, mais moi, je vois aussi plein de solidarité puis de camaraderie. Mais bon, c'est sûr que j'essaye tout le temps de trouver de la belle représentation queer. Fait que, tu sais, j'en vois, mais est-ce que ça fait partie de ce que toi, tu cherches à montrer ou pas pantoute? Oui, 100%. Comme, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mes illustrations et peintures qui a de la sensualité, mais les thèmes, ben, du moins quand je travaille dessus, que j'aime explorer, c'est beaucoup le self-love, vulnérabilité, la solidarité, comme tu dis, c'est vraiment important pour moi de faire des personnages qui interagissent en eux. Autant si c'est le même personnage qui revient sur la même toile, mais différents états d'âme, que comme un personnage avec des amis, des sœurs, etc., qui se supportent, puis qui sont juste badass ensemble, comme c'est important pour moi. Ouais, c'est bon. Moi aussi, j'aime ça. Je me demandais, c'est ça, tu sais, quel type de relation qui se mérite l'honneur d'être illustré là, par toi, mais c'est beau ce que tu dis, que des fois, c'est juste la même personne dans plein d'états d'âme, Oui, puis je trouve ça bien beau. merci. Est-ce que quand tu crées en général, mettons au début, quand tu as commencé, ou même quand tu le fais actuellement, est-ce que c'est basé sur, mettons, ta volonté de partager tes œuvres ou c'est vraiment quelque chose de personnel? Est-ce que tu as ton public en tête quand tu crées ou pas vraiment? Je pense que c'est un peu des deux, mais c'est plus pour moi que pour les autres. Dans le sens que je suis toujours super heureuse que les gens puissent connecter à mes illustrations, puis c'est un des plus beaux cadeaux de comme pouvoir toucher les gens à travers mon art. Mais avant tout, je pense que c'est un réflexe pour comme extérioriser comment je me sens, ce dont j'ai envie de parler, des choses qui sont importantes pour moi. Donc, c'est vraiment comme un ramassis de toutes ces trois choses-là. Mais avant tout, c'est les émotions. Comme c'est la façon dans laquelle je m'exprime. Comme quand je ressens quelque chose de fort ou pas, juste une émotion quelconque que j'aime bien le dessiner. C'est ma façon d'extérioriser. Ah, cool. J'avais comme envie de te demander si toi, tu considérais ton art comme étant intime, mais là, je doublerais la question dans le sens où est-ce que ton art puis ton intimité, c'est deux choses différentes ou comme ça se rejoint, veut pas? Ah, ça se rejoint vraiment beaucoup. J'ai souvent l'impression de comme partager des grandes parties de moi à travers ma peinture puis mon dessin. Donc, je pense que c'est très intime et que ça fait que c'est encore plus beau justement de comme le partager avec des gens parce que tu sais, tu te sens un peu vu, surtout quand les gens comprennent qu'est-ce que t'as illustré, mais aussi ils apportent une nouvelle interprétation qui fait tout autant du sens. C'est juste que ça crée un genre de partage émotif et j'aime vraiment ça. Moi aussi, j'aime ça, ça donne bien. J'ai envie de toucher à la notion de pudeur aussi, pas que ce soit très présent dans ton art, là, on va se le dire, parce que l'absence de pudeur au niveau de, mettons, ce qui vaut la peine ou pas d'être
mis en image. Tu sais, c'est quand même une des forces de ce que tu fais, selon moi en tout cas. Là, je suis pas une grande critique d'art visuel, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a comme rien de trop banal ou anodin pour faire partie de ce que tu vas montrer. Tu sais, moi, mon intimité, ça englobe tout ce qui pourrait me rendre trop vulnérable pour que je prenne le risque de le montrer devant des gens, tu sais, en qui j'ai pas confiance. Puis c'est un peu à ça que je pense quand je vois, mettons, tes personnages dans le bain ou l'image. Moi, la première image que j'avais vue de toi puis qui m'avait marquée, c'était celle de Calling My Mommy, là, avec le personnage qui parle au téléphone en pleurant. C'est quand même des positions potentiellement vulnérables / très vulnérables. Puis tu parlais tantôt de comment la vulnérabilité fait partie de ton processus, mais pourquoi c'est important pour toi de montrer ces moments vulnérabilisants-là, justement? Bonne question. Je pense que c'est vraiment important parce que si on dit ça de façon simple, comme on n'en voit jamais assez, comme je trouve que même s'il y a beaucoup d'avancées par rapport à ça, il y a encore un genre de grande place laissée à l'ego, puis à ben moi, non, je suis pas vulnérable, et c'est pas acceptable de se sentir d'une certaine façon, ou il faut se contrôler, se limiter par rapport à nos émotions. Je pense que, encore une fois, j'essaie d'aller à l'encontre de ça, comme, je pense que c'est important de, comme, accepter, puis de être gentil avec soi-même par rapport à qu'est-ce qu'on ressent, parce que c'est quand même toutes des émotions normales, puis je pense que en les montrant comme ça à travers mon art, si ça peut faire du bien dans le sens que quelqu'un qui se sentait comme ça, mais qui osait pas en parler, puis là, voit ça, puis être comme, oh, ben oui, ça, c'était moi hier, mettons, dans le bain, ou sur mon lit en train d'appeler ma mère. Puis tu sais, j'ai 25 ans, là, j'ai pas 14 ans, même si mon nom d'artiste est qui d'autre. Puis tu sais, je pourrais très bien appeler ma mère aujourd'hui, puis être en train de pleurer, comme je pourrais tout autant le faire dans 20 ans, puis c'est tellement pas grave, tu sais. Les émotions, ça a peu d'âge, puis je pense qu'il faut les accueillir. C'est drôle parce que t'as aussi absolument le contraire dans tes représentations des personnages, parce qu'il y en a plein qui sont pas en train de faire une action spécifique, mais qui sont juste comme unapologetic, puis comme fierce, puis dans une mer de couleurs. Puis là, je me disais, OK, quand on veut juste mettre un personnage comme ça, puis montrer genre sa force ou quelque chose, comment tu choisis dans quelle position, dans quelle posture tu vas le placer? Je pense que j'aime les postures qui donnent l'impression que le personnage est vraiment, vraiment confortable, ce qui est drôle parce qu'ils sont tout nus, tu sais. Puis je pense que j'aime bien jouer avec ça, comme de montrer à quel point, comme, tu sais, c'est pas grave d'être tout nu, puis c'est comme confortable, puis ils pourraient être en train de faire n'importe quoi, mais ils sont quand même tout nus. Je sais pas, je trouve ça drôle de jouer avec cet aspect genre de vulnérabilité-là, encore une fois. Puis sinon, j'aime beaucoup les postures qui ressemblent à celles d'un personnage qui danse, mais comme pas nécessairement bien, tu sais, comme juste un peu awkward, mais c'est pas grave. Tu sais, comme quand tu veux danser ou que tu t'es tout seul chez toi dans le salon puis que t'entends une chanson cool, puis là, ben, tu fais juste danser, mais tu sais que c'est pas beau, là, mais c'est pas grave. Je pense que toutes les auditoristes peuvent s'imaginer en train de faire ces mouvements peu gracieux, mais ô combien libérateurs. D'ailleurs, depuis tantôt, j'appelle tes personnages des personnages, mais sans savoir si c'est vraiment des personnages fictifs ou des portraits ou un mélange des deux. À quel point ton art, c'est ça, c'est toi, le monde autour de toi, ou c'est complètement imaginé? Les trois. C'est sûr qu'il y a une partie de moi dans mon travail, mais je pense que c'est plus la partie émotive. Comme c'est sûr que je dessine des personnages noirs, puis que des fois, ils ont comme des grands cheveux comme frisés et tout, mais c'est rare que je me dis, ah ben ça c'est moi, puis je vais faire un portrait. Je pense que c'est plus mes émotions qui se transposent sur mon travail, mais c'est vraiment plus des personnages imaginaires, je pense. Ou des gens que j'ai vus genre dans la rue, puis j'étais comme, oh, j'aime cette coiffure, ou bien cette forme de corps. Je trouve que c'est... Je m'inspire de vraiment tout ce que je vois, en fait, je pense. J'ai vu aussi que depuis le début octobre, tu as une ligne de sous-vêtements. Si ça, c'est pas se tailler une place dans l'intimité des gens, je sais bien pas c'est quoi, là. Comment ça file d'habiller les gens avec des personnages tout nus? J'aime ça! Je trouve ça tellement cool! Puis plein de gens qui m'envoient des photos. On a fait une collaboration d'un modèle seulement, mais j'aimerais ça éventuellement en faire d'autres avec Undies ou une autre compagnie basée ici. Je trouve que c'est le fun. Puis pour vrai, comme mes personnages sont souvent tout nus, mais pour ce qui est comme du confort, ils pourraient tout aussi bien être en sous-vêtements comme de type boxer parce que c'est tellement confortable. Puis je sais pas, j'aime beaucoup le confort dans la vie en général. Fait que c'était vraiment une belle collaboration à ce niveau-là. Comme je trouve que ça se rapproche de ce que j'aime. Moi, j'en ai, puis je les aime full. Fait que je les conseille à tout le monde. On va mettre le lien. Ça, c'est, disons,
une exposition plus populaire de tes œuvres, mais tu as aussi été exposée au Musée des Beaux-Arts du Québec dans une exposition conjointe avec plein d'artistes géniaux qui s'appelait donc l'exposition Ouvrir le dialogue à propos de la libération du corps. Est-ce que toi, tu arrives à mettre en mots clairement ton apport personnel à ce dialogue-là? Qu'est-ce que tu veux apporter à ce dialogue-là sur la libération corporelle? Je pense que, encore une fois, ce serait vraiment de parler abondamment de représentation, de couleurs, mais aussi de corps différents. Mais même pas, en fait, j'aime pas vraiment utiliser le mot différent, juste de corps qu'on voit pas assez. Corps qu'on voit pas assez. Je pense que je vais dire ça comme ça. Je pense que, juste un exemple, comme je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis j'étais en train de dessiner. J'aime beaucoup m'installer dans des endroits autres que chez moi ou mon studio pour comme dessiner. Puis c'était un personnage tout nu, puis la personne était comme ah, ses seins sont bon ben pendants. Puis j'étais comme wow! Genre, c'est rare que je suis confrontée à ce genre de discussion de ces temps-ci, du moins. Fait que j'étais comme wow, voir que ça se dit encore ou que c'est choquant et tout. Puis je réalise que même je veux dire, c'est tellement internalisé que n'importe qui, même des personnes que tu pensais pas, peuvent avoir ce discours-là. Puis c'est toujours un peu choquant. Puis je pense que justement pour des petites conversations par rapport comme ça, c'est important de continuer de parler de représentation puis de pousser la chose. Puis tu sais, même c'est sûr que ça influence les conversations qu'on a eues parce que la personne à qui je parlais avait un corps similaire au personnage que je dessinais. Donc je pense que c'est pour ça que ça m'a encore plus choquée parce que j'étais comme c'est littéralement ça pourrait être toi, tu sais, puis là t'es comme choquée, puis je suis je sais pas, je pense que ça me donne des motivations de comme continuer à comme dessiner ça, mais surtout d'en parler, tu sais, puis surtout dans un contexte d'amitié où c'est comme tu sais, je sais pas là, il y a pas juste une forme de corps, puis je sais pas, j'étais juste vraiment choquée. Ouais, c'est clair. Puis sûrement, en plus, c'est quand tu choisis de dessiner un type de corps ou un autre, sûrement que ce que tu fais, c'est montrer à quel point c'est beau, là. En tout cas, ce qui en ressort, c'est d'en montrer la beauté, là. 100%. Donc c'est vraiment ça que j'apporterais à ce dialogue-là, c'est vraiment juste de continuer de célébrer les corps normaux, mais pas assez montrés. Puis ça va peut-être finir par effacer la notion de corps différent, justement, parce qu'on va se le dire, ils sont tous différents, c'est juste qu'on montre seulement un modèle. Exactement. De façon ultra globale, je me demandais, toi, est-ce que tu trouves qu'il y a de l'amélioration au niveau des représentations de l'intime un peu moins stéréotypées dans les médias en général, ou pas tant? Je trouve que oui. Je trouve que oui. Surtout par les personnes. Mais dans les médias, le seul truc qui me chicote, c'est que oui, il y en a plus, mais je sais pas si c'est pour vendre. Tu sais, c'est super important. Puis à la fin de la journée, je suis heureuse qu'il y en ait plus parce que c'est vu par des gens, puis ça s'incruste dans les cerveaux. Mais je sais pas si c'est juste pour comme suivre une trend. Puis je pense que ce que j'apprécie, c'est quand c'est vu de plus en plus, mais que c'est des initiatives créées par des personnes qui sont comme concernées comme des initiatives, on va dire, queer, qui vont sortir un photoshoot ou, je sais pas, juste mettre un message à partager avec les gens. J'aime quand les choses sont créées par les gens qui sont concernés d'une certaine façon. Fait que ça, c'est sûr qu'il y en a de plus en plus, puis je trouve ça vraiment le fun de voir cette initiative, mais j'avoue que j'ai toujours un genre d'inconfort, puis que je me questionne quand ça vient des médias. Puis de façon très large, là on a parlé du corps, mais dans toutes les sphères de ce que peut représenter l'intimité, selon toi, qu'est-ce qu'on voit encore trop peu puis qu'on devrait montrer davantage? Des personnes trans noires en relation. Mm. Comme il n'y en a pas assez du tout, j'en vois quasiment jamais, puis je suis comme, mais elles existent, ces personnes, tu sais, je sais pas. Je pense que c'est ce qui manque le plus. Il y a beaucoup de représentations queer de personnes blanches, puis je suis super contente parce que c'est de la représentation queer, mais il n'y a pas juste ça, puis j'aimerais ça que les jeunes, surtout qui sont racisés puis qui sont queer ou trans, puissent avoir eux aussi leur modèle. Pas nécessairement avoir à fouiller constamment pour comme ah, cette personne-là est comme moi, c'est le fun, tu sais. Oui, c'est ça, pas avoir à aller fouiller sur les forums entre personnes trans pour aller réussir à se trouver des photos, juste que ça fasse partie du narrative. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois à surveiller?
une exposition à partir de presque fin janvier jusqu'à mi-février au Vieux-Port avec plusieurs artistes incroyables. Puis le thème, en fait, ça va être sur les corps, la représentation des corps. Donc, encore une fois, c'est pas très loin de ce que je perds. C'est tout à côté, je suis vraiment contente. Puis, c'est une exposition avec juste des femmes racisées, fait que ça va être génial. J'encourage tout le monde à venir la voir, à y va voir des informations, mais qui seront déjà sorties au moment où cet épisode sera sorti. Sinon, j'illustre un livre pour enfants qui devrait sortir en février 2022, si je me trompe pas. Peut-être un peu avant, mais j'ai très hâte, encore une fois, de la représentation. C'est par rapport à Jean-Baptiste Allaise. C'est l'histoire de sa vie, un coureur qui a été adopté par une famille française après avoir vécu le génocide au Rwanda. Puis, dans le fond, c'est l'histoire de sa vie parce que c'est un champion paralympien, donc il avait perdu sa jambe dans les attaques au Rwanda. Puis là, ben, après ça, suite à son adoption, il s'est devenu un coureur incroyable. Donc, le livre d'enfance, c'est sur sa vie. Fait que ça, c'est vraiment excitant aussi pour l'année prochaine. D'autres gros projets que j'ai pas vraiment le droit de dire, mais ça inclut mon art, mais animé. C'est tout ce que je veux dire. Oh! Oui. Incroyable. 10 ans, pas plus, puis nous autres, on va watcher, on va surveiller. Oui. Ben, merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de jaser de ça avec moi. Ben, je veux te remercier. C'était super sympathique de discuter avec toi. Puis merci à toutes les personnes qui écoutent cet épisode. Yay! Merci beaucoup! Je me trouve vraiment chanceuse d'avoir eu cette entrevue-là. J'ai trouvé vraiment que c'était une discussion tripante avec Kesna. Toi, Alex, que c'est que ça t'a évoqué tout ça? Ah, j'ai tellement trouvé que c'était une conversation touchante puis vraiment fucking intéressante aussi. Sa démarche puis sa réflexion par rapport à son œuvre rend son œuvre encore plus intéressante, je pense. Mais une des choses que j'ai le goût de soulever dans votre conversation, c'est le fait que, parce que tu parles des représentations de l'intime, entre autres, aujourd'hui, mais le fait que l'art, c'est souvent une représentation de l'intime, peu importe si le sujet de l'œuvre artistique, c'est une représentation de l'intime ou non, parce que ça part souvent des émotions, puis vraiment de l'intériorité de l'artiste. Puis là, ça a vraiment fait exploser mon cerveau quand j'ai catché ça. Je trouvais ça vraiment bolé comme point à aborder avec elle. Oh non, on est encore mal pris. Dans le dernier épisode, on savait pas définir amour puis amitié, puis là, on est pris à pas être capable de définir intimité non plus. Bon point! Shit! Mais j'en ai probablement déjà parlé dans le podcast, je suis pas certaine, mais personnellement, ma vie puis ma conception du monde ont changé carrément le soir où j'ai écouté Rent en 2007-ish, qui est une comédie musicale. Je me souviens d'avoir fait le tour de Saint-Félicien en marchant puis en braillant sans comprendre que c'est qui pouvait bien m'arriver. Parce que je connaissais rien de la crise du VIH-Sida. J'habitais chez ma mère tout en travaillant comme vraiment plus que nécessaire, fait que j'avais pas de soucis d'argent. Mais pourtant, genre, les struggles des personnages de Rent m'ont rejoint comme rien d'autre l'avait fait là, à date. Puis je sais pas c'était quoi, tu sais, peut-être la solidarité entre les personnages, leur marginalité de pensée ou le côté vraiment queer, mais il y a quelque chose qui m'a reflété ce que je sentais en moi puis qu'est-ce que je voulais être, mettons. En tout cas, ça a changé ma vie, genre, l'effet de la représentation, je trouve que c'est un peu ça, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, puis pour celles qui sont déjà pile dans la norme, ça a peut-être l'air banal, mais quand tu n'arrives pas à trouver ta place dans le monde ou à te créer un cercle d'amis qui te ressemble parce que tu détonnes pour X ou X raison, là, ça vaut vraiment tout l'or du monde de se sentir être une part de quelque chose, même si c'est juste via la fiction. Je me demandais, toi, Alex, est-ce que tu te souviens des premiers moments où tu t'es reconnu dans des personnages, puis qu'est-ce qui t'avait fait accrocher? Mettons, les représentations plus mainstream, par exemple, quand j'étais enfant ou quand j'étais ado, de c'est quoi une ado ou une enfant ou une jeune fille, en guillemets, et me rejoignait souvent pas. Puis ça l'a beaucoup comme accentué mon sentiment de pas être normal, entre guillemets. Puis c'est beaucoup en tant qu'adulte, mettons, que je suis capable maintenant de déconstruire ça, parce que je pense, en tout cas, la représentation est de plus en plus diversifiée, mais je pense que c'est beaucoup dans les romans, en fait, plus que à la télé puis au cinéma, malheureusement.
parce qu'il y en avait moins, ou en tout cas, je savais pas où les chercher, mais tu sais, genre, c'est quand même kitsch, là, puis c'est quand même conservateur comme roman, mais Anne la maison Pignon Vert, le personnage d'Anne, c'est une nerd, puis elle détonne aussi dans son environnement, tu sais, elle est pas nécessairement cool, entre guillemets, mais comme, elle s'assume tellement, puis elle est tellement comme fière de qu'est-ce qu'elle est, puis de sa différence, que c'est sûr que c'est un personnage qui m'a vraiment fait du bien, en fait. Je suis tellement contente que tu l'aies nommé. Je trouve ça zéro kitsch, mais en même temps, je suis pas une référence. Mais comme si t'avais eu personne, je pense que je t'aurais pitché d'en face. Non, mais même pas Anne de la maison Pignon Vert. Malade. Ouais, je l'ai découverte quand j'étais genre début d'adolescence, là, puis ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Moi aussi, ça a un peu changé ma vie, mais pas autant que Rent. Mais bon, Différemment, chacun ouais. notre titre. On a parlé de la sexualité dans le dernier épisode, mais on va pas se cacher que très souvent, on associe intimité puis sexualité. Ouais. Fait que je vais commencer par là, mais c'est clair que si les frontières de la sexualité sont déjà floues, celles de l'intimité le sont encore plus. Ça fait fou travailler mon cerveau, là. Ah oui, c'est... Si je pars, mettons, des productions artistiques les plus intrinsèquement liées à la sexualité, Ouais. Je pense rapidement à la porn. Ouais. On peut pas parler de pornographie dans un podcast féministe sans parler du male gaze. Parce qu'en effet, les hommes hétéros ont longtemps été pratiquement le seul public cible de la porno de masse. Je me permets de vous faire des petites suggestions alternatives d'options un peu moins hétérocentrées puis conçues, OK. un peu moins conçues pour satisfaire les hommes straight. OK. Fait que si je reste pile dans la porn, je vous conseille Crash Pad Series, qui est vraiment un bon site de vidéos porno féministes et queer, souvent lesbien, éthique. C'est payant, mais c'est vraiment génial. Est-ce que t'as comme... Ou est-ce qu'il existe une définition, ou est-ce que toi, comme t'as ta définition de c'est quoi de la pornographie qui est éthique, mettons? Ben, c'est sûr que de savoir que les acteurs et les actrices sont consentants, ça semble con, mais c'est un point central. Ouais. Payé et bien traité, que tout le Ouais. monde est bien traité dans la façon dont c'est fait, puis Ouais. que souvent les précautions sont prises en termes de santé sexuelle aussi. OK. Fait que pour moi, il y aurait ça. C'est ça, que les gens soient rémunérés pour vrai pour leur travail puis le fassent dans des conditions sécuritaires. Ouais, OK, merci. On continue ta liste de recommandations. Ben, ma deuxième recommandation, c'est assez simple, ce serait OnlyFans ou n'importe quelle plateforme qui permet de soutenir directement vos ou votre fournisseuse de plaisir coquin. N'importe quoi qui vous permet de rémunérer la personne que vous aimez regarder en vous donnant du plaisir. Mm-hmm. Sinon, je vous conseille aussi OUI.e, qui est un podcast de porn audio axé sur le consentement. Mais là, Laurie, t'es-tu en train de faire de l'autopromotion par hasard? Ah, ça, c'est gênant. Non, je fais pas d'autopromotion. Je fais la promotion du projet de Catherine Jeanne d'Arc et de Charlie Bourdeau. Mais oui, Scoop, si jamais vous l'écoutez, je suis dans un épisode. Fait que c'est ça. Vous tomberez peut-être sur moi. Reparlez-moi-en ou reparlez-moi-en pas. Je sais pas si ça me gêne ou pas. Mais allez l'écouter parce que le projet en vaut la peine. Ça, c'était la partie de ma recherche qui impliquait fouiller les sites porno. Ouais, le ref fait bien pitié parce qu'elle est obligée de regarder plein de sites porno pour la recherche de cet épisode. Pauvre de moi. Mais là, à part mes propositions personnelles, j'ai fait mes recherches là aussi, mes recherches théoriques. Je suis tombée sur un article intéressant de Julie Lavigne qui analyse des œuvres de 3 artistes féminines sous l'angle de la métapornographie. Je vais le mettre en note d'épisode. OK, qu'est-ce que tu veux dire? La métapornographie, dans le fond, c'est une façon dont plusieurs artistes y sont pris pour se réapproprier leur agentivité sexuelle, mais en mimant les codes de la porno traditionnelle, puis phallocentrée, mais en prenant le contrôle de l'œuvre puis de la façon à la fois dont les actes sexuels étaient faits et dont les personnages étaient représentés. T'sais. Fait que c'est comme... C'est-tu comme un peu des pastiches? Je pense que c'est Annie Sprinkle. Ouais, qui avait fait ça, c'était de reprendre exactement les codes de la porno traditionnelle, fait que même le scénario tel que tel, mais avec des drag kings qui représentaient chaque personnage, puis où les phallus étaient tous comme en silicone. Ou... OK. Fait que, tu sais, juste d'aller biaiser ça, puis donc le public cible s'en retrouve changé aussi, tu sais. Ça m'a mis sur la route de plein d'artistes, justement, dont Annie Sprinkle, que je connaissais pas du tout, mais qui est une militante porn féministe radicale. OK. Je la connais pas non plus.
C'était vraiment intéressant. J'ai passé des heures à fouiller ses affaires. Elle a comme révolutionné la pornographie en passant d'actrice à réalisatrice, productrice et même éducatrice sexuelle et sexologue. Là. Elle, a comme, OK. elle, elle touche à la sexualité au sens très large. Mhm. Au début des années 80, elle était déjà très reconnue en tant qu'actrice suite au succès de son film Deep Inside Annie Sprinkle. Mais elle a constaté que l'industrie de la porn hétéro ignorait complètement les impacts de la crise du VIH-Sida. Ah, Puis, fuck. comme elle avait plein d'amis de cette communauté-là, elle trouvait ça absurde. Fait qu'elle a comme commencé à s'impliquer dans cette cause-là, puis à enregistrer des messages vidéo, genre prônant le safe sex, puis à essayer d'initier le port du condom dans les vidéos. Parce que c'était direct pendant la crise du Ben VIH-Sida, en oui. fait. Ouais. Puis la porn, en ne représentant jamais de protection contre les TSS, à un moment donné, c'est que Ouais, ça diffuse l'idée que ça n'existe pas, là, veux pas. tout à fait. Tout à fait. Ça peut être full dangereux, ouais. C'est fou. Mais comme personne s'est préoccupé de ces idées, fait qu'elle a lâché ça. Elle a lâché OK. la porn mainstream. Fuck. Puis là, elle s'est mise à produire, réaliser, jouer puis diriger dans des projets qui ont dérangé par leur transgression justement des normes de genre, genre beaucoup de sexe lesbien destinés carrément aux female gaze, puis Ouais. avec des acteurs, des actrices trans. Est-ce qu'une partie de son œuvre est accessible? Oui, vous allez pouvoir trouver plusieurs affaires. Puis elle a écrit des livres aussi. Il y a plein d'entrevues d'elle qui sont diffusées. Puis, ben, évidemment, faites attention parce que le vocabulaire qu'elle utilise, entre autres quand elle parle de transidentité, c'est du vocabulaire qui était utilisé dans les années 80, dans les années Ouais. 90. Puis aujourd'hui, ça sonne comme si c'était super transphobe, OK. mais j'en ai fouillé pas pire. Puis je pense que ses propos ont bien du sens, puis que c'était très avant-gardiste quand même pour le moment. Ouais, c'est plus une question de vocabulaire qui est pas mis à jour que des transphobes. Exact. Cool, on va checker ça. J'ai envie quand même de mentionner les 2-3 choses qui, selon moi, manquent cruellement dans la porn mainstream. Ah oui, vas-y. Puis si tu as d'autres idées, tu les rajouteras parce que OK, là, OK. on va faire le topo, là, c'est important. Yes. Première chose qui me saute aux yeux, c'est évidemment le consentement. On veut voir plus de consentement. Ouais. Ben, parce que c'est excitant aussi. Mais ça paraît là, une personne qui a pas de fun, là. Comme tu dis, ça fait fermer son ordi puis pas vouloir checker de porn pendant des années, là. C'est vraiment fucking traumatisant, là. C'est pas drôle, là. Non, c'est ça. Ouais. Puis c'est vraiment tentant. Tu sais, c'est teasant là, d'entendre le Hey, ça te tente qu'on fasse ça? Tu sais, pourquoi pas? Mhm. Je sais pas. Deuxième point, la protection contre les TSS. J'en ai parlé une couple Oui. de fois, mais je trouve que c'est une facette de la sexualité qui, à force d'être montrée nulle part, ou du moins pas dans les contextes consacrés au plaisir, mais juste dans les pubs, genre, ça devient Ouais. marginal en pratique aussi. Ouais. Puis c'est ça. Puis c'est un des gros plus de Crash Pad Series que je vous conseillais tantôt. Parce qu'on voit des condoms même sur les sex toys, là, genre sur la Magic Wand. Même si le scénario inclut presque tout le temps un couple, ce qui normalement dans la porn implique du sexe bareback. Non fait que sans protégé, ouais. protection. Ouais. Puis mon troisième point, c'est on veut voir plus de personnes en situation de handicap puis de personnes grosses. Et les actes sexuels qui sont différents de ce qu'on voit d'habitude, qui viennent avec, puis que ces corps-là permettent parce que ça change carrément les actes. Puis il me semble que ça ferait du bien de voir un peu de différence parce que, je sais pas pour vous autres, mais à un moment donné, ça vire en rond. On vient un peu tanné. Tout à fait. Puis oui, effectivement, tu sais, ça nous fait réfléchir puis genre prendre connaissance d'une façon genre intéressée par d'autres pratiques sexuelles qu'on connaît pas parce qu'on n'est pas dans ces situations-là, par exemple. Genre, je pense Exact. bon, c'est pas de la porno, là, on s'entend, mais dans Sex Education, une scène super importante pour la représentation d'une relation sexuelle avec une personne en situation de handicap, mais comme ça a été filmé de façon super respectueuse, puis comme belle, puis c'était intéressant aussi, comme, puis c'était, tu sais, tout était beau là-dedans, puis c'était super tellement hot d'avoir cette représentation-là, en fait, dans cette série-là. Vraiment. Puis c'était vraiment comme très, très sexu. Là. C'était super Oui, oui, oui. émoustillant comme scène. Elle est Ouais. vraiment bien faite. C'est drôle parce que j'allais exactement parler de cette scène-là. C'est comme un peu révolutionnaire, je trouve. Mais oui, mais parce qu'il y en a pas d'autres. Ben, en tout cas, pas d'autres aussi mainstream, en tout cas, qu'on est capable de nommer rapidement. Là. Fait que clairement, là, c'est une révolution. Puis ça montre que ça peut être intéressant pour un public non concerné aussi. Puis ça peut être excitant pour tout le monde. Absolument. Puis je trouve que ce qui était vraiment beau dans cette scène-là, c'est que le handicap n'était pas montré ni comme un obstacle, ni Ouais. comme un objet de fétichisation. C'était juste Ouais. la réalité de ces deux personnes-là. Puis
Bon point. En tout cas, je trouvais que c'était bien beau. Mais là, justement, en quittant la porn, mais en restant dans la sexualité, je voulais parler de sex education. Puis là, je me disais, tu l'as-tu écouté, Alex? Visiblement, oui. T'es quel Oui. personnage, toi? On fait-tu un sondage? Ah, c'ti. Je sais pas. Mais là, je viens de lire toi, t'es lesquels? Puis là, on dirait je suis les mêmes. On est qui? Parce que t'as écrit que t'étais un mélange de Lily puis de Otis. Puis je me reconnais quand même dans Otis, puis je me reconnais quand même dans Lily, qui est le personnage qui se questionne à propos de savoir si elle est asexuelle, puis qu'elle est dans une relation homosexuelle plus tard, puis que c'est la weirdo un peu, puis elle a de la difficulté à s'assumer, puis c'est super... son parcours est super touchant, là. Puis Ouais. Otis, il est plus un peu... il est full empathique, il veut full aider, mais il est maladroit, puis il est super intelligent comme kid aussi. Ouais. Moi aussi, je suis un mélange de ces deux-là, mais j'aimerais ça être Ola, qui est vraiment ma préférée. Moi, j'aimerais ça être Maeve. J'aimerais tellement ça être badass comme elle. C'est vrai. Mais en même temps, elle a vraiment des issues dans sa gestion des relations, fait que sûrement que c'est mieux de pas être Maeve. Ah oui, come on, là, je sais que c'est spoiler, mais comme, allez-y pour le polyamour, la gang, là, ça se fait, votre affaire. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je suis tellement fermée. Écoutez-le, c'est une de nos recommandations dans le cadre du thème d'aujourd'hui. Vraiment. Autre recommandation de série, la série Non orthodoxe, parce que c'est une série sur une jeune femme juive qui se marie au départ, puis là, essaie de faire son chemin dans la vie, dans le contexte de sa religion et de son questionnement sur sa religion. Mais bref, là-dedans, il y a de la représentation de la sexualité comme étant le devoir conjugal. Puis je trouve que c'est quand même intéressant aussi de voir ça à la T'as télé, raison. du point de vue de la femme qui est comme active dans ses tentatives de réussir à accomplir son devoir, tu sais. Ouais. On a des scènes avec quelqu'un qui vient lui montrer des exercices, tu sais, pour mener à la réussite de l'acte pénétratif, là, qui sont Ouais. comme donnés relativement froidement. Mais en tout cas, c'est une perspective différente de ce qu'on voit d'habitude à l'écran. Puis je trouve que c'est important. Ouais, tout à fait. Puis je me rappelle de la scène où, au début, elle est complètement convaincue qu'elle a pas de vagin. Elle dit non, mais moi, j'en ai pas. Ouais, c'est vrai. Puis là, la personne qui est en train d'y expliquer les choses, elle dit ben oui, va voir, t'en as un. Puis elle est complètement traumatisée, elle le savait pas. Puis c'est une jeune adulte. Mais t'as raison, c'est une représentation très différente, puis respectueuse encore, en tout cas, je pense. Là. Je suis pas concernée, évidemment, mais ouais, super belle. Ouais, moi aussi, j'ai eu une impression de respect. Si jamais vous êtes concerné par la série et vous trouvez que non, écrivez-nous. On fera un retour là-dessus. Moi, j'ai tendance à être très pro-représentation des différentes pratiques sexuelles en autant que ce soit consensuel puis montré comme tel. Mais on peut aussi se poser la question, surtout à la lueur de notre épisode d'il y a 2 semaines, à quel point cette représentation-là devrait se faire dans l'espace public. Puis parce que ça peut rendre certaines personnes mal à l'aise aussi. On en pense quoi? Trouves-tu qu'on en voit trop, toi, Alex, de la sexualité? C'est vraiment une bonne question, mais je pense que peut-être. J'étais assez d'accord avec Gabriel, en fait, dans sa réflexion par rapport à mettons, pour lui, les milieux queer devraient être un safe space, mais il se sent pas représenté, puis il y a énormément de représentation de sexualité, puis lui, il a pas envie de voir ça. Il se sent isolé, mettons, là-dedans, au-delà du fait que ça ne l'intéresse pas. Il se sent pas représenté. Fait que je pense que, je sais pas s'il y en a trop, mais il y a carrément un manque de représentation de personnes épanouies, féministes, queer, qui ne vivent pas de sexualité, tu sais, qui sont asexuelles ou que sans qu'ils soient nécessairement asexuels puis qu'on en parle, parce que ça, évidemment, il en manque, mais aussi de la représentation de personnes qui se sentent épanouies comme par d'autres facettes de leur vie, mettons, puis par d'autres types de relations, puis de représentations où ce que c'est peut-être moins important ou moins central ou remis en question, la centralité de du sexe. Ça manque, ouais, je pense. Ça manque. Puis je pense qu'il y a des fois où on pourrait vraiment se passer de la représentation de la sexualité. Puis vraiment, entre autres, au niveau de la pub puis du marketing, tu sais, le sexe comme objet de Ouais. vente, de un peu n'importe quoi, souvent, je pense que je pourrais m'en passer. Ouais. Quand il y a des représentations de la sexualité, je pense que si c'était fait justement avec une bonne représentation du consentement, ben c'est non, mais ça laisserait le temps aux spectateuristes qui n'ont pas le goût de voir la scène. De se rendre compte que ça s'en vient. Tu sais, tu parlais de male gaze tantôt, là, de la même façon que des fois, on dirait qu'il y a une objectification des personnages
d'apparence féminine pour aucune raison dans l'histoire. Là. Souvent, c'est ça, là, le male gaze, qui n'est pas nécessairement un regard masculin, c'est-à-dire fait par un homme, mais qui est plutôt un regard typiquement objectificateur, mettons, dans la façon de traiter les personnages féminins. Des fois, ça apporte rien à l'histoire, puis même chose pour le sexe, des fois, ça apporte rien à l'histoire, puis comme tu dis, on dirait que c'est là parce qu'il faut que ça soit là, mais comme peut-être qu'il faut pas que ça soit là, tu sais, peut-être qu'on peut se le demander. Ça vaut-tu la peine? Ouais. Exactement. J'ai le goût de revenir dans le thème principal de l'intimité, puis de nous demander, enfin, qu'est-ce qui caractérise le plus l'intimité selon nous? C'est quoi le summum de l'intime? Est-ce que c'est vraiment la sexualité? Qu'est-ce que t'en penses? Ben là, après toutes ces discussions, clairement pas. Mais pour revenir encore à ma discussion avec Gab la semaine passée, il parlait de contacts charnels qui sont non sexuels. Je pense que ça peut faire partie des définitions de l'intime plus physique, selon moi, tu sais, donc des caresses de la proximité physique. Mais même à ça, je pense que l'intimité n'a pas besoin d'être des contacts physiques du tout. Je pense vraiment à j'ai le goût de parler de confiance, là, de sentiment d'être comprise puis de ne pas avoir besoin de se justifier puis de se sentir comme à la maison, entre guillemets, comme une façon de représenter l'intimité. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est beau. Vraiment, je suis super d'accord. Ben, c'est tellement large, l'intimité. Puis là, je me suis pas cassé la tête, je suis allée voir dans le dictionnaire, premièrement. Puis selon le Robert, l'intimité, c'est le caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret. Puis j'aime vraiment l'association entre intérieur puis intime. Ouais, Ce qu'on n'est pas prêt à partager avec la totalité du monde, tu sais. tout à fait. Quelque chose qui nous appartient à nous ou à nous et quelqu'un ou quelques-uns, une, en tout cas. Ouais, qu'on veut protéger, mettons. Mais dans le cadre des représentations, ben là, ce qui devient intéressant, c'est le partage de ce qui est intime et qui est supposé être secret. Fait que là, ça m'a poussé à lire des autobiographies parce que je me suis dit, c'est le genre qui, de prime abord, semble la façon la plus authentique de partager son intimité. Mais j'ai vite réalisé que ben, ce que ça permet avant tout, c'est aux artistes de choisir la façon dont ils s'auto-représentent, puis de contrôler le narrative. Puis ça m'a fait penser que quand j'étudiais en littérature, on disait tout le temps que tout ce qui s'écrit devient au moins partiellement fictif. Parce que ça repose juste sur la vision d'une personne ou d'un groupe, puis que les faits, ben, c'est tout le temps manipulable. Tout à fait. Puis c'est ça, ça me semble clair qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à fronter dans une bio, mais que le couvert de la fiction peut rendre exprimable. Fait qu'après, est-ce qu'on apprend plus dans la fiction que dans la bio? C'est une bonne question. Je pense que oui. Ah ouais? Oui. Fait que par conviction profonde, on passe vite sur les bio. Je nous amène à la fiction. OK. Mais je suis d'accord parce que la fiction puis la créativité part tellement de l'intérieur, comme on disait tantôt, que je sais pas si je suis prête à dire que c'est plus personnel qu'une bio, mais c'est certainement très intime et personnel. Ouais, pas nécessairement plus, là. Ça dépend à quel point tu es prêt ou prête à partager ton tout à fait. Mais c'est que ça enlève la partie gêne de ça va m'être associé, tu sais. Bon, l'importance de se voir représenté dans l'art et les médias, c'est indéniable, on en a parlé. Kesna en a parlé aussi dans l'entrevue. De voir que des personnages qui nous ressemblent sont dignes d'assez d'intérêt pour trouver leur place dans les productions grand public, c'est essentiel pour le développement d'une estime de soi positive. On en parle souvent, tant mieux, c'est super important. Mais j'ai le goût d'ajouter une deuxième raison pourquoi c'est aussi important la représentation. Puis ça va peut-être un peu sonner manipulons le monde intolérant pour qu'il s'améliore, mais j'assume. C'est que je pense que la représentation de diverses facettes de l'intime qui sont à l'extérieur des stéréotypes, ça permet au grand public là, ici, ce serait pour désigner, mettons, les gens qui sont déjà fortement représentés dans les œuvres artistiques. Ouais, OK. Ça permet à ce public-là de développer son empathie. OK, ouais, tout à fait. Je trouve qu'on a un certain pouvoir avec l'art, mais que ça devrait être un devoir de contribuer à la réflexion collective puis de remettre en question l'ordre établi quand ça clash avec nos valeurs. Puis si on montre toujours les mêmes types de couples, hétéro, blanc, mince, handicap, mettons, ça devient un big deal quand un personnage à l'extérieur de ces noms-là vit une histoire d'amour. Puis là, ça se ramasse à la radio, dans des articles, même nous, on en parle, parce que c'est nouveau, puis que ça fait pas partie de l'univers des possibles. Mettons que ton personnage soit sourd et épanoui romantiquement et sexuellement, sans que l'histoire dans laquelle il est présenté traite uniquement de sa surdité. Ouais. Les personnages sont souvent vraiment unidimensionnels quand ils sont marginalisés. Puis il me semble que ça pourrait faire du bien
au grand public, d'avoir la chance de s'attacher à des personnages qui sont pas calqués sur lui, puis que ça rendrait leur réalité moins abstraite, puis que ça les rendrait peut-être un peu moins sur la défensive quand vient le temps de lutter avec ces personnes marginalisées-là pour leurs droits. C'est fou comment on a de l'empathie pour des personnages qui n'existent pas au-delà des personnes qui existent. Puis, tu sais, en plus du côté positif que tu apportes, tu sais, je pense que les représentations actuellement des personnes marginalisées sont souvent vraiment dans la moquerie, puis dans les stéréotypes. Fait que vu qu'on a une espèce de, je sais pas, là, on prend la fiction pour la réalité parce que ça nous touche davantage, ben ces représentations-là, par exemple, d'une personne grosse qui est tout le temps ridicule et paresseuse, pour aucune raison, qu'il y a tout le temps ce personnage-là. Je suis en train d'écouter Never Have I Ever, qui est super bon, mais qui est un personnage gros pour la seule et unique raison de faire rire de lui, ce que je déplore énormément. Mais ces représentations-là restent aussi dans notre non-empathie qu'on développe envers certains types de personnes. Vraiment. Puis aussi, on peut se demander des fois si le manque de représentation de certaines catégories, c'est pas lié au côté marketing de l'affaire. Est-ce que c'est vendeur que ton personnage principal soit gros, qu'il soit queer, qu'il soit noir, tu sais, il y a ces questions-là. Puis dans le cadre, mettons, LGBT, j'ai réussi à retracer des statistiques un peu. Puis aux États-Unis, en 2020, donc l'année passée, il y avait à peine 2% des films au box-office qui présentaient un personnage central queer ou expressing any kind of queerness. Fait que c'est quand même large. Ouais. Par rapport à 8% des Américains qui s'identifient comme LGBT cette année-là. Puis c'est Ellie Lockhart, là, qui a un PhD en communication, qui a étudié ça. Puis dans une entrevue avec The Observer, il explique que il y en a plusieurs qui supposent que les films LGBT sont censurés ou pas faits de façon explicite parce que ce serait pas exportable, puis qui prétextent le climat anti-LGBT de certains pays, la Chine, la Russie. Mais leur argument tient pas la route parce qu'en fait, ces films-là rapportent parfois davantage à l'international qu'aux États-Unis en soi. Puis il n'y a pas d'écart significatif en termes de visionnement entre les films, mettons, d'une grande franchise qui présente un personnage queer versus ceux qui en montrent pas. Ça tient pas la route. Ces constats, je pense, on booste la représentation, puis on engage des scénaristes, des réalisatrices, des acteurs queer, trans, en situation de handicap, noirs, racisés. Je sais pas, ça ferait pas de tort, puis Hollywood, qui nous écoute sûrement, je pense que ça vaut la peine. C'est drôle, j'ai écouté un podcast, You're Wrong About, qui est mon podcast préféré, puis un des animateurs disait « On dirait qu'Hollywood passe son temps à réaliser que les personnes queer puis les femmes sont un marché. » Comme ils reviennent à cette réalisation-là, genre, à toutes les années, ils sont comme « Oh fuck! Ce monde-là aussi, il loue des films. Oh fuck! Ce monde-là aussi, il stream sur Netflix. » Mais comme, écrivez-vous-le sur un calice de post-it. C'est rentable! Arrêtez! Tellement. Puis je reviens souvent dans cet épisode-là avec la représentation des personnes grosses, mais je trouve que c'est vraiment dans le marché mainstream quelque chose qui manque vraiment beaucoup. Puis dans l'étude que je citais, ben, il y a la personne a beaucoup étudié les films de science-fiction puis de super-héros. Puis tu sais, comme, il n'y en a pas, là, des représentations de personnes grosses ou de personnes en situation de handicap. C'est genre... Mais non, ça comme rentre pas si dans les c'était stéréotypes. impossible. Ouais. En tout cas, on en veut. Oui, tellement. Calice. Côté littérature, sur cet épisode de recommandations qui ne finit plus, je vous conseille La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. Oui. Vraiment un bon roman sur l'enfance d'une jeune femme trans hors métropole. En tout cas, lisez ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ouais, What the Queen. Ouais, vraiment. Puis aussi, le roman Grand 8 d'Ève Landry qu'on a reçu dans une saison précédente. Parce que le queerness de la relation qui est dans le livre est vraiment sous-jacent à l'histoire, mais ça n'en est pas le centre. Puis je trouve que ça aussi, ça fait du bien de normaliser les relations queer ou les relations intimes différentes sans que ce soit le centre de l'histoire, au final. Full. On a parlé beaucoup d'intimité dans l'art. On peut revirer ça de bord aussi 2 secondes, parler de l'art dans l'intime. Ouh! Ouais. Les diverses façons dont on modifie ou on façonne notre propre représentation ou notre propre intimité avec l'art.
Je pense à la passion commune de plein de monde de la communauté queer, des stickers, des patchs, des macarons pour comme être sûr que la partie de notre intimité qui concerne notre identité ou nos préférences sexuelles soit visible. Ouais. On peut se demander, est-ce que ça relève encore de l'intime quand on désire vraiment le fronter? On n'a pas fini de répondre à cette question-là. On sait pas. C'est tellement intéressant. On peut penser aux artistes qui font du tatouage. Même chose, tatouage, perçage, scarification ou n'importe quel type de modification corporelle. C'est fou! Ouais. La personne qui va pendant 4 heures te tatouer l'aine, je veux dire, c'est intime. Ouais. Je sais pas exactement ce que je veux dire là-dessus, mais clairement, l'art et l'intimité, c'est comme ultra interrelié. Puis on parle même pas de la danse, là. Je vous conseille de réécouter notre épisode avec Sonia Palato parce qu'elle en parlait vraiment bien. Ouais. Le lien entre le mouvement et ce qui tient de l'intimité qui est difficilement exprimable avec des mots. Ouais. C'est big. Ouais, qui peut peut-être être plus représenté par des mouvements puis par une émotion transmise par la danse. Oui, tout à fait. T'avais-tu d'autres suggestions, Alex, de trucs à watcher? On a-tu fait le tour? Ben là, c'est sûr que non. Sûrement pas, ça se peut pas. C'est parce que moi aussi, j'ai des choses pertinentes à dire sur le sujet. Fait que je vais juste vous les dire. Je vais vous avouer que le partage de Kiesna par rapport à son art et sa relation avec l'intime a beaucoup résonné en moi. D'une part, par rapport à la représentation de l'intimité afro, queer, mais afro-point, qu'on pourrait dire, qui est soit inexistante ou super pornographiée, sans vraiment d'entre-deux. Puis l'aspect pornographique dans ces représentations dépouille l'intime de son intime, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, le doux et le chaud qui vient de partager son intimité avec quelqu'un d'autre. Veux pas, c'est de l'image que la majorité des notions qui sont pour nous aujourd'hui acquises, nous ont été introduites par des images. Puis oui, la représentation, c'est super important, mais je pense que ce qu'il est encore plus, c'est de véhiculer des images douces et chaudes qui mettent en scène une vulnérabilité. Parce que nous sommes tous d'accord que de se voir représenter une forme majeure de validation. Puis pour nous, en tant que personnes noires, voir l'intimité et la sexualité dans ce chaud et ce doux que je mentionne depuis le début, ça nous donne aussi, en quelque sorte, le droit à notre vulnérabilité. Puis ça crée aussi un espace où on peut s'éclipser de cette lourdeur par rapport aux charges politiques qui nous sont imposées. En plus de nous ramener à l'humanité de notre corps, en quelque sorte. Puis, je considère que, personnellement, que ce type de représentation est un passage quasi obligé dans la libération et la décolonisation du corps noir. Puis tu sais, l'art a toujours été un outil politique puissant pour flipper des narratifs. Puis d'ailleurs, un des exemples qui m'a vraiment marqué, c'est celle d'un artiste visuel noir qui s'est présenté à une de ses expos avec une femme blanche nue autour de son cou, qui portait comme un châle. Puis là, ça a provoqué un émoi chez les femmes blanches dans le groupe féministe dans lequel l'image a été postée. Par contre, toutes les personnes noires du groupe ont vu ce qui devait être vu, en fait. Puis ça, c'était une référence à l'hypersexualisation des hommes noirs par les femmes blanches, en plus de faire écho à ce mythe du prédateur sexuel noir voulant s'en prendre. Pauvre femme blanche, si innocente, nécessitant tant de protection. En tout cas, puis en plus de ça, ça faisait aussi écho à la tendance que les femmes blanches ont jadis eu d'accuser à tort un homme noir ou un jeune garçon noir d'agression, car elles savaient très bien que l'homme en question avait aucune chance de s'en sortir. Fait qu'en une seule photo, moi et mes consoeurs en sont venus
aux mêmes conclusions. Puis l'art est un espace important et puissant de toutes sortes de manières, même que pour certains, c'est le seul endroit sécuritaire pour exposer sa vulnérabilité, puis même là. Cependant, je trouve ça important de souligner l'importance de faire attention à cette tendance d'instinctivement catégoriser l'art d'une personne BIPOC comme étant de l'art politique, juste parce que c'est une personne BIPOC. Je vais vous inviter à approfondir cette réflexion, puis de faire un lien par rapport à la compréhension collective du corps noir et de l'espace qu'il a le droit, entre guillemets, d'occuper. Pour terminer, je vous invite à vous procurer les livres The Body is Not an Apology de l'auteur Sonia Renee Taylor. Puis je dis les, car il y a 2 éditions et un workbook que je me suis commandé cette semaine sur ma carte de crédit que je suis censée réduire au lieu d'acheter des trucs sur Internet. En tout cas. Pour résumer, l'auteur nous pousse à se questionner en fait sur la relation qu'on a avec le corps de manière générale, que ce soit le nôtre ou ceux des autres. Puis à travers ça, il nous pousse à déconstruire beaucoup de biais inconscients, en l'occurrence celui qui nous dit, en fait, qui a fait en sorte qu'on a assimilé qu'il y a en fait un bon type de corps. Puis l'auteur navigue ces thèmes en élaborant ce qu'elle nomme comme étant de body terrorism. Et dans le fond, tout ça et son œuvre a été créée et écrite afin de faire du travail de radical self-care. D'ailleurs, je pense que ça fait partie du titre. Puis c'est un très bon livre que j'ai lu, que j'ai pas encore terminé parce que c'était tellement bon qu'il a fallu que je prête à mon ami, puis genre, tu sais. Puis d'ailleurs, juste de même, c'est pas parce que l'auteur est noir que c'est un livre exclusivement pour les personnes noires. D'ailleurs, je pense que c'est dans ce livre-là que l'auteur elle-même le mentionne, que, tu sais, c'est un livre pour tous. En plus, c'est super inclusif, mais évidemment, elle veut mettre au cœur de cette œuvre-là les femmes noires, because, you know, we're just dope and we're so disrespected in those streets. En tout cas. Puis, ouais, je pense que c'est autre chose à approfondir nos auditeurs blancs-blanches, qui écoutent l'idée qu'une œuvre d'art, tout médium confondu, présentée par un artiste noir ou POC est automatiquement que pour les personnes BIPOC. Wink wink. Sur ce, je vous dis à la revoyure et si quelqu'un s'est senti inconfortable à un moment ou à un autre, ben, qu'il aille s'asseoir sur son sofa avec pour le regarder dans le blanc des yeux. Ok, bye! Bon, ben merci à Myriam Gabrielle Archin d'encore nous couper la parole. On commence à être tanné, mais je pense qu'on va l'être bien plus à la fin de la saison parce qu'on n'est pas à veille de la renvoyer. Mais non, on l'aime. On l'aime. Fait que c'est ce qui conclut cet épisode de Tout ou pas tout. On se demande, puis vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous êtes avide ou à bout d'entendre parler de sexualité? Vous rappelez-vous de la première fois où vous vous êtes reconnu dans des œuvres d'art? C'est quoi pour vous l'intimité? On ne sait pas, nous autres. Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre à cette question qui nous taraude? On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou Pantoute, puis on est sur Instagram puis sur Facebook. Et on a un site web, www.toutoupantoute.com, puis un courriel, toutoupantoute@gmail.com. Pas de raison de pas venir nous écrire. On veut vous lire. On vous invite à nous écrire d'ailleurs si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière, si vous voulez nous souligner nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie. N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est plein de bonne volonté, puis on sait bien que nos connaissances sont pas à la veille de notre désir de bien faire.
Fait que si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier, comme une chlamydia dans une orgie de bareback sex filmée sans dépistage au préalable, Calice. écrivez-nous. Ça dérape, hein, les blagues. On vous répondra avec les protections adéquates parce qu'on veut vous connaître et qu'on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. SOS, please. On remercie beaucoup Kesna Dals pour ton temps et pour cette entrevue full intéressante. On va mettre les liens vers ses plateformes et ses multiples projets artistiques dans les notes de l'épisode. Merci à Myriam Gabrielle Archin pour son nouveau segment plus que rafraîchissant. Merci à Élise Vendée pour les brand new jingles avec Christelle Saint-Julien à la harpe, Henri June pilote aux percussions et Marie-Frédérique Gravel au mixage. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel, à Cassandra Cachero pour nos photos, Marie-Ève Boisvert pour le montage, Maïna Albert pour l'habillage sonore. Merci à Ève-Laurence Hébert pour la coordination et Mélissa Elmer pour la gestion des médias sociaux. On remercie aussi le Conseil des arts du Canada de son soutien. Et finalement, merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye!